Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène aussi intéressant que surprenant. Nous allons parler de ces femmes qui achètent du sperme sur Internet et qui se font inséminer elles-mêmes à la maison. Suivant les différents articles que j'ai pu lire sur la question et suivant ce que les femmes qui ont eu recours à cette technique racontent, on notera qu'il y a différentes façons de faire, de la plus organisée à la plus exotique, on va dire. Pour commencer, on va parler du cas de Stephanie Taylor, une Britannique de 33 ans qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux en expliquant comment elle a réussi à tomber enceinte grâce à un tuto YouTube et du sperme acheté sur Internet. Elle explique en détail comment s'est déroulé l'ensemble du processus jusqu'à ce qu'elle ait son enfant, une petite fille pour la précision. Concernant l'homme qui a donné le sperme, cette femme a révélé que c'était un homme d'affaires de 43 ans, aux yeux verts, aux cheveux bruns. Elle dit s'être tout de suite sentie à l'aise avec lui, elle le décrit comme gentil, chaleureux, amical. Elle raconte avoir pris une tasse de thé avec lui, avoir un peu discuté, et en moins de 10 minutes, il lui avait donné un échantillon de sperme. Après cette rencontre et munie de son échantillon de sperme encore tiède, Stéphanie utilise un kit d'insémination qu'elle avait acheté sur eBay. Le kit est assez simple, ça ressemble à une seringue en somme, qui permet de s'injecter le liquide, qui permet de s'injecter le sperme dans le vagin. Et 2 semaines plus tard, lors d'un voyage à la plage avec sa famille, Stéphanie raconte qu'elle commence à avoir des douleurs, elle se sent mal, elle vomit, elle commence un peu à se douter de ce qui est en train de se passer, elle achète immédiatement un test de grossesse qui s'avère positif. Son insémination artisanale avait donc fonctionné. Avant d'aller plus loin et de développer ce sujet plus en détail, je souhaitais apporter un disclaimer concernant la dangerosité de cette méthode. Car même si ça semble assez facile et à la portée de tout le monde, cela n'enlève rien à la dangerosité de cette approche qui est extrêmement risquée car elle peut entraîner des contagions, des maladies sexuellement transmissibles, des infections utérines graves et même des péritonites aiguës qui peuvent entraîner la mort. Parce que ce qu'il faut quand même souligner dans cette approche, c'est que ces femmes plutôt inconscientes se fournissent du sperme auprès d'étrangers sur Internet, des hommes qu'elles ne connaissent pas, qui peuvent paraître à première vue en bonne santé et qui sont porteurs de MST, de maladies sexuellement transmissibles, certaines qui peuvent être traitées, mais d'autres qui peuvent impliquer des complications beaucoup plus graves. Donc ce n'est pas à prendre à la légère, et c'est quelque chose qui devrait être interdit. Je ne comprends pas comment on laisse circuler ce genre d'informations sur Internet et comment YouTube peut laisser circuler des tutoriels pour apprendre aux jeunes femmes à le faire. Et j'avoue que j'ai été surpris en préparant ce sujet par le nombre de contenus disponibles sur Internet et sur YouTube. Je n'arrive pas à comprendre comment YouTube autorise la circulation de tutoriels qui expliquent aux jeunes femmes comment s'injecter du sperme avec une seringue achetée sur eBay. Lorsqu'on voit comment YouTube censure à tout va dès qu'on est un peu subversif, j'ai été surpris de voir ces tutos circuler sur Internet et je vous en mettrai un en description de cette vidéo pour que vous puissiez un peu mesurer l'ampleur de la chose. Donc ça, c'était pour la méthode que je qualifierais d'exotique ou de sauvage et de risqué, qui consiste à rencontrer des inconnus sur Internet et de récupérer un prélèvement de sperme. Au passage, l'homme qu'elle décrit ou le profil qu'elle décrit est assez surprenant parce que un homme d'affaires qui vend du sperme pour gagner un peu d'argent, c'est assez surprenant. Et je ne sais pas si Stéphanie est complètement honnête sur son histoire. Vous savez, les femmes ont tendance un peu à enjoliver les choses pour se donner bonne conscience. Et il est clair qu'elle a certainement préféré se dire que cet homme était un homme d'affaires de 43 ans, élégant, beau, etc. Parce qu'en réalité, un homme d'affaires ne va pas rencontrer une inconnue je ne sais où pour ensuite aller se branler dans une salle de bain et lui donner un échantillon de sperme contre 300 ou 400 livres sterling. L'histoire ne tient pas la route, l'histoire ne tient pas debout. Je pense que la réalité, c'est que cet homme était plutôt quelqu'un qui avait besoin de boucler ses fins de mois, qui avait besoin de quelques centaines de livres sterling, qui a rencontré cette femme sur Internet et qui a vendu son sperme.
Imaginez un peu un homme d'affaires en costard aller rencontrer une femme, se branler contre 300 balles. Ça tient vraiment pas la route. Et je pense que cette femme, Stéphanie, a raconté cette histoire, a enjolivé cette histoire, parce que quelque part, c'est mieux de raconter à sa fille plus tard que son père était un homme d'affaires, plutôt que de lui raconter que c'était un homme qui vivait des minima sociaux et qui avait besoin de 300 livres sterling pour finir le mois. Mon expérience des femmes est qu'elles sont plutôt bonnes à réécrire l'histoire pour se donner bonne conscience. Et quelque part, je le comprends, c'est beaucoup plus facile de dormir la nuit en se disant que j'ai été inséminé par un homme d'affaires qui réussit très bien sa vie, ma fille ou le géniteur de ma fille était quelqu'un de bien, plutôt que de se dire c'était un mec qui avait pas de boulot, qui avait besoin de 300 balles pour s'acheter du crack ou de la coke ou je ne sais quoi, et il m'a vendu son sperme. Et il est toujours intéressant de lire entre les lignes, entre ce que racontent ces femmes et la réalité de la vie. Je sais pas pour vous, mais moi je connais pas beaucoup d'hommes d'affaires qui vont se branler je ne sais où pour 300 balles. Maintenant, parlons de la méthode un peu plus civilisée, parce qu'il n'y a pas que des Stéphanie qui achètent du sperme potentiellement contaminé sur Internet, il y a aussi des femmes qui essayent de faire les choses de façon un peu plus sérieuse, un peu plus sûre, en excluant tous les risques de maladies, de contamination, de MST, etc. Et pour ce faire, il y a des banques de sperme, l'une des plus populaires est Cryobank, et vous pouvez choisir votre échantillon en fonction des profils disponibles. Si vous vous rendez sur la page de Cryobank, vous allez voir différents profils d'hommes avec la description, la taille, la couleur des yeux, des cheveux, la photo. Alors beaucoup de sites ne mettent que la photo des hommes lorsqu'ils étaient enfants et évitent de mettre leurs photos d'adultes pour éviter qu'on les reconnaisse tout simplement. Donc lorsque les femmes font leur sélection, elles ont la description du profil et elles ont la photo du donneur lorsqu'il avait 4, 5, 6 ans. Et la raison est assez simple, c'est pour éviter qu'on puisse les identifier parce qu'il y a un caractère totalement anonyme. Les donneurs ne veulent pas devenir le père biologique de l'enfant et en général, ils donnent pour des raisons financières parce qu'on peut se faire rémunérer très correctement. Je ne connais pas les prix exacts parce que ça varie d'une banque à l'autre, ça varie d'un pays à l'autre, mais on peut facilement gagner 500, 600 dollars. On peut gagner, si on est un donneur régulier, jusqu'à 1500 ou 2000 dollars par mois. On peut gagner un salaire si on a les critères, bien sûr, hein, parce qu'il y a des critères d'âge, il y a des critères physiques, il y a des critères de santé. Il est normal de ne pas laisser des hommes qui ont des maladies héréditaires donner leur sperme parce que ça va donner des générations d'enfants qui porteront la même maladie. Donc il y a des critères quand même d'âge et de santé. L'âge doit se situer entre 18 et 43, 44 ans et l'homme doit être en bonne santé physique générale. Ensuite, les échantillons de sperme sont analysés pour être sûr que l'échantillon n'est pas porteur de MST, n'est pas porteur de bactéries, de maladies. Et si tout est bon, le donneur peut devenir un donneur régulier qui se fera rémunérer pour ses dons de sperme. Précision importante parce que j'imagine qu'il y a déjà des hommes qui m'écoutent et qui se disent « Génial, je vais pouvoir faire 2000 balles par mois en donnant du sperme ». C'est interdit en France. L'achat et la vente de spermatozoïdes est interdite en France. Vous pourrez le faire aux États-Unis, en Irlande, en Angleterre, mais en France, c'est interdit par la loi bioéthique. Toute personne qui obtient ou aide à obtenir des spermatozoïdes en contrepartie d'un paiement est susceptible d'être sanctionnée pénalement. Le don de sperme en France ne peut être que gratuit et il ne peut être fait que dans le cadre strict de l'assistance médicale à la procréation pratiquée au sein d'un établissement autorisé. Et je pense que c'est très bien, qu'on ait cette loi bioéthique en France parce que pour moi, même si je suis un libéral convaincu, je pense que la frontière du libéralisme doit être l'humain. La frontière où doit s'arrêter le libéralisme, c'est à la marchandisation de l'homme. Parce que lorsqu'on ouvre la porte à la commercialisation de l'humain, on ne sait plus où s'arrêter. Quelle sera la limite? Est-ce que demain on pourra acheter des organes sur Amazon? On pourra acheter des cœurs, des foies, des reins sur Amazon parce que quelqu'un aura décidé de les vendre. Ça se fait déjà au marché noir et c'est déjà suffisamment terrible. Et je pense qu'il faut des barrières légales à ce genre de choses.
Et donc les hommes qui veulent faire un don de sperme en France, pour des raisons qui les regardent, hein, ça peut être pour aider un ami qui a des problèmes de stérilité, ça peut être juste pour avoir une descendance sans les emmerdes qui vont avec, hein. Ça peut être un projet aussi, je le reconnais. Tu peux, en donnant du sperme, garantir la transmission de tes gènes et ça sera tout bénef pour toi. C'est quelqu'un d'autre qui va avoir toutes les emmerdes de l'éducation et toi, tu auras fait ton rôle de transmission et tu pourras le faire autant de fois que tu le veux. Mais du moment que c'est gratuit, tu peux le faire pour des raisons qui te concernent, mais à aucun moment tu ne peux, en France, monnayer la vente de tes spermatozoïdes. Et donc, dans les pays où c'est autorisé, essentiellement les pays anglo-saxons, États-Unis, Angleterre, comment se passe cette insémination à la maison? Comment se passe cette insémination légale à la maison? Alors, pour commencer, vous recevez votre échantillon que vous avez acheté sur Internet au travers de Cryobank, qui vous le livre dans un réceptacle cryogénisé. Vous recevez une espèce, ça ressemble un peu à une petite bonbonne de gaz, dans laquelle l'échantillon de sperme est maintenu à une température extrêmement basse, jusqu'à moins 190 degrés. Et vous recevez aussi un manuel d'instructions qui vous explique comment retirer l'échantillon de sperme, comment vérifier les informations, le code barre pour être sûr que c'est bien le bon échantillon. Ça serait quand même con de s'injecter du sperme d'un homme qu'on n'a pas choisi ou d'un profil qu'on n'a pas sélectionné. La notice vous dit aussi combien de temps il faut le laisser décongeler pour qu'il atteigne la température ambiante. Et ensuite, à l'aide d'un kit que vous achetez séparément, qui n'est pas livré avec l'échantillon de sperme, mais qui est disponible un peu partout dans le commerce, il y a plein de marques qui en proposent, et pour faire simple, ça ressemble à une seringue, vous injectez, ou plutôt la femme qui désire le faire, s'injecte l'échantillon de sperme dans le vagin. Et finalement, cette technique n'a rien d'extraordinaire, c'est simplement s'injecter du sperme, au lieu que ça se fasse par une pénétration, par un pénis. Ça se fait par une seringue en plastique qui a à peu près la taille d'un pénis, qui va à la bonne profondeur et qui permet d'injecter le liquide. À ne pas confondre avec l'in vitro. L'in vitro, c'est bien plus sophistiqué, ça peut certainement pas se faire à la maison. Dans la technique in vitro, les spermatozoïdes rencontrent l'ovule en laboratoire, ça se fait à l'extérieur du corps humain, et ensuite on réinjecte le tout dans l'utérus. Et l'in vitro coûte beaucoup plus cher, ça doit coûter entre 4 000 et 5 000 euros en fonction des endroits où vous le faites, alors que cette injection coûte beaucoup moins cher, hein. Une fois que vous avez acheté votre échantillon de sperme, entre 1 000 et 2 000 euros, ça doit varier en fonction des lieux, des cliniques, des pays, etc. Il n'y a plus qu'à s'injecter le liquide avec la seringue en plastique et c'est fini. Et on peut se poser la question, mais pourquoi ces femmes font ça? Pourquoi ces femmes achètent du sperme alors que ce soit sur Internet à des inconnus ou au travers de banques de sperme? Pourquoi elles font ça? Parce que je rappelle que cette technique, ce n'est pas de l'in vitro qui s'adresse plutôt à des couples qui ont du mal à concevoir et qui, au travers de l'in vitro, arrivent peut-être à avoir une chance. Là, on s'adresse à des femmes qui sont fertiles. Si une femme arrive à tomber enceinte juste en s'injectant du sperme avec une seringue, c'est qu'elle est extrêmement fertile. Elle n'a pas de problème de stérilité. Donc, pourquoi elles font ça? Eh bien, la réponse est assez simple, et c'est une prédiction que les MGTOW avaient déjà apportée il y a une dizaine d'années, c'est que bientôt, aucun homme ne voudra plus des femmes. C'est quelque chose de très sérieux qui est en train de se passer, c'est que les hommes ne veulent plus se reproduire. Et donc les femmes qui font ça, les femmes qui sont obligées d'acheter du sperme sur Internet, c'est des femmes qui n'arrivent plus à trouver de partenaire. C'est ça qui est en train de se passer. C'est des femmes qui ne trouvent plus d'hommes qui acceptent de les féconder. Parce que pour une femme fertile, tomber enceinte, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein, trouver un copain, passer quelques semaines avec lui, une fois que tu t'entends bien, que tu vois que le mec est correct, il n'est pas tordu, il sait se tenir, il a un boulot, il n'est pas fou, il est émotionnellement stable, bon ben tu couches avec et normalement, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, tu peux avoir un gamin en fonction de ta fertilité. Donc c'est pas du tout des femmes qui ont des difficultés à tomber enceintes, c'est des femmes qui ont des difficultés à trouver des hommes prêts à les mettre enceintes. De plus en plus d'hommes sont vigilants, de plus en plus d'hommes ne veulent pas de gamins, de plus en plus d'hommes ne trouvent plus d'intérêt au couple. Et c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, si vous me dites quel est l'intérêt
de s'engager avec une femme? Honnêtement, je vais vous dire aucun. Du moins à mon niveau, je ne vois aucun intérêt à le faire. Pour moi, ça sera des emmerdes, de l'appauvrissement, des problèmes. Je n'ai aucune envie et aucun intérêt à le faire. Et il y a de plus en plus d'hommes dans ma situation. Et le pire et le plus dramatique, c'est que des années de féminisme, des années de wokisme, des années d'égalitarisme, des années de socialisme ont fait que même les hommes qui ont les moyens de fonder une famille, classe moyenne supérieure, boulot stable, maison, investissement, patrimoine, sur le papier, tout est là pour fonder une famille, eh bien ne veulent plus le faire parce que la quantité d'emmerdes qui est potentiellement possible est énorme. Lorsque tu sais que de toute façon, statistiquement, tu as une chance sur deux de divorcer. Divorcer avec tout ce qui va avec, perdre ton patrimoine, perdre de l'argent en procédure de divorce. On est dans un monde où le couple est tellement instable que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Résultat, de moins en moins d'hommes veulent fonder foyer. Et de plus en plus de femmes se retrouvent avec une espèce de vide où elles sont là, elles sont jeunes, elles sont fertiles. Il y a plein d'hommes pour faire la fête, il y a plein d'hommes sur Tinder, il y a plein d'hommes pour baiser, il y a plein d'hommes pour s'amuser, mais il n'y a plus personne pour leur faire des gamins. La libération sexuelle tant désirée par les femmes a fait qu'elles n'ont jamais eu autant accès au sexe. Une femme aujourd'hui qui a envie de baiser va sur Tinder, au bout de 30 minutes, elle a déjà 15 matchs, et les 15 minutes qui suivent, il y a quelqu'un qui est prêt à prendre le métro ou la voiture pour venir les baiser. Donc c'est très facile d'accéder au sexe. Par contre, accéder à la maternité, devenir mère, avoir un homme qui est prêt à s'occuper d'elle, ça c'est en train de disparaître. Et donc la réponse simple à ce phénomène, pourquoi des femmes dépense des fortunes en banque de sperme, parce qu'une fois qu'elle a reçu son échantillon de sperme, il n'est pas dit qu'elle va tomber enceinte. Donc elle va payer 2000 balles, le premier échantillon arrive, elle se l'injecte, elle attend. Il faut bien qu'elle gère les périodes d'ovulation pour être sûre qu'elle s'injecte au bon moment, etc. Et si ça ne marche pas, eh bien rebelote. Il faut encore acheter un autre échantillon de sperme, et elle peut faire ça 4 fois, 5 fois, 6 fois, dépenser 10 000, 15 000 balles, sans résultat. Donc ça coûte beaucoup d'argent, et la raison est très simple, c'est qu'il n'y a plus d'hommes disposés à le faire. Et il faut aussi avertir les hommes qui sont tentés de le faire, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que le don de sperme est anodin. Je donne mon sperme, c'est anonyme, etc. Il faut savoir que vis-à-vis de la loi, si vous donnez du sperme, vous êtes le père biologique. Même s'il y a des procédures pour l'anonymat, si le gamin découvre qui est son père, la paternité te sera imposée, avec tout ce qu'il y a avec, pension alimentaire, etc. Et j'ai trouvé un article irlandais qui en parle très bien, qui titre « Irish women are buying sperm online and inseminating themselves at home ». Les femmes irlandaises achètent du sperme en ligne et s'inséminent à la maison. Et l'article explique justement que du point de vue de la loi, le donneur de sperme est le père biologique, il est le père tout court, et il devra assumer toutes ses responsabilités si jamais la mère le réclame ou si jamais l'enfant le découvre et le réclame. C'est-à-dire que même une femme qui vous dit « Écoute, c'est pas grave, moi je veux juste ton sperme », imagine, tu as une amie qui galère, qui veut un gamin, et qui te dit « Moi je veux juste ton sperme, après je m'en occupe, t'inquiète pas, je te demanderai jamais rien ». Si jamais elle change d'avis une fois qu'elle a eu l'enfant, t'es le père biologique. Devant la loi, t'es le père biologique. Et comme le mariage sous le régime de la séparation des biens n'existe pas aux États-Unis, n'existe pas en Angleterre, de toute façon, dès que tu le fais, tu as perdu la moitié de ton patrimoine. Ils ont un truc qui s'appelle le prenup, c'est un truc que tu fais avant le mariage pour séparer tes biens de celui de ta compagne, mais ça ne vaut rien. Tous les mecs d'Hollywood, tous les acteurs qui ont signé un prenup ont perdu la moitié de leur fortune. N'importe quel tribunal explose le contrat prenup prémarital. Donc, il est bidon ce contrat. Il y a plein d'hommes qui le font en pensant se protéger, mais il est bidon. Ça marche un peu mieux en France quand tu es marié sous le régime de la séparation des biens. En France, ça marche assez bien. En général, tu gardes ton patrimoine. Mais en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis, c'est bidon. Il est beaucoup plus intéressant pour une femme de se marier aux États-Unis que de se marier en France. Et il est beaucoup plus intéressant pour un homme de se marier en France. Parce que la législation française, lorsque tu as fait gaffe
et que tu es marié sous le régime de la séparation des biens, la législation française te protégera beaucoup plus que la législation britannique. J'ai un ami qui a divorcé, enfin c'est pas le seul, hein, j'ai quelques amis qui ont divorcé au Royaume-Uni, je peux vous dire qu'ils n'ont plus jamais vu la lumière depuis ce jour. Les mecs se sont fait nettoyer. On atteint des extrêmes où, lorsque tu n'es pas d'accord avec ta femme, ou lorsque ça se passe mal, ou le divorce se passe mal, tu es directement prélevé sur ton salaire. C'est l'employeur qui déduit directement, avant même que ton salaire n'arrive, c'est l'employeur qui déduit directement le montant de la pension alimentaire sur ton salaire. Admettons, tu gagnes 2000 balles, tu vois sur ta fiche de paye 1600 euros, tu dis à ton employeur, mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Ben, il va te dire, il y a 400 qui sont allés directement à ta femme pour la pension alimentaire. Il y a des employeurs qui refusent de le faire, parce qu'en France, la caisse d'allocation familiale essaye de pousser des employeurs à récupérer la pension alimentaire directement sur les salaires. Et il y a des employeurs qui ont dit « Foutez-moi la paix, moi je gère une entreprise, je ne suis pas là pour régler vos histoires de cul, de femmes, de pension alimentaire. Mon salarié gère lui-même ses histoires. Ce n'est pas à moi de prélever l'argent sur son salaire. » Donc il y a des employeurs qui résistent un peu à cette escroquerie, à ce vandalisme qui consiste à dépouiller les hommes de leurs revenus. Et cet article irlandais l'explique très bien, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Du moment où tu acceptes de donner du sperme, tu es le père biologique. Ou tu le fais au travers d'une banque de sperme, et à ce moment-là, il y a plein de barrières, il y a plein de filtres qui sont mis pour qu'on ne découvre jamais ton identité. Et si tu veux donner du sperme, et là encore une fois, ça s'adresse à ceux qui vivent en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis, mon audience qui réside en France ne devrait pas avoir le droit de le faire. Techniquement, c'est puni par la loi. Mais pour ceux qui vivent hors de France et qui ont envie de le faire, il vaut mieux le faire au travers d'une banque de sperme qui mettra tous les filtres nécessaires pour protéger votre identité, mais là encore, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. Rien n'empêchera l'enfant, passé 18 ans, d'aller chercher qui est son père au travers des tests génétiques, des croisements, etc. Au passage, si vous voulez vous plonger avec humour dans l'environnement du don de sperme, il y a un film canadien génial qui s'appelle Starbuck. Rien à voir avec Starbuck, la marque de café, hein. Le film s'appelle juste Starbuck. Et c'est un homme, un boucher, qui est endetté à hauteur de 80 000 $ et qui va donner du sperme pour rembourser sa dette. Il fait ça pendant des années et à un moment, t'as tous ses descendants, des centaines de gamins qui veulent savoir qui est le père. Et honnêtement, je vous le conseille, c'est un film que j'ai vu il y a plusieurs années et c'est l'un des films les plus drôles sur la question, tout en étant très sérieux, hein, parce qu'il raconte vraiment comment se passe le don de sperme au Canada, les réglementations, etc. Donc honnêtement, des barres de rire, l'un des meilleurs films canadiens que j'ai pu voir. Et donc aujourd'hui, derrière cette question du don de sperme, des femmes qui s'injectent du sperme chez elles avec une seringue toute seule dans sa chambre, sur son lit, les tutoriels qui circulent sur Internet, c'est incroyable. Je vous en mettrai un en description de cette vidéo où on voit une femme expliquer toute la procédure, comment elle se fait livrer l'échantillon cryogénisé, comment il faut se l'injecter, comment utiliser la seringue, s'allonger sur un lit, etc. C'est assez incroyable et encore une fois, ça m'avait marqué de voir ça sur YouTube circuler librement, parce que vous imaginez que YouTube, c'est une audience assez large, et dans cette audience, il y a des gens qui ont le cerveau structuré, qui comprennent les choses, qui comprennent les dangers et les risques, mais dans la même audience, il y a aussi des gamines. Il y a aussi des gamines, alors jeunes et moins jeunes, hein. Pour moi, 18, 19 ans, c'est encore une gamine, qui n'ont pas l'esprit, le cerveau complètement fini, qui ne mesurent pas tous les dangers associés, notamment les MST, notamment les maladies graves que peuvent générer ces MST, notamment l'infertilité que peuvent aussi générer certaines MST. Beaucoup de gens ne le savent pas et je pense pour moi que dans le domaine des MST, dans le monde des maladies sexuellement transmissibles, la chose dont on parle le moins, c'est le risque d'infertilité. J'entends beaucoup de gens dire « Ah oui, c'est pas grave, j'ai chopé la gonorrhée, j'ai chopé le chlamydia, c'est à une époque où je fréquentais beaucoup de femmes. » Puis ils sont là, ils prennent ça à la légère parce que ça se traite à coups d'antibiotiques, il n'y a pas mort d'homme ni mort de femme, et donc les jeunes prennent un peu ces MST à la légère. Et après on se demande pourquoi les taux d'infertilité explosent. Eh bien ce que très peu de gens savent, c'est que certaines MST
provoque l'infertilité. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus fertiles aujourd'hui, beaucoup de jeunes notamment, et qui se demandent mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Eh bien, cherche un peu dans ton passé, cherche un peu les gonorrhées, les chlamydia, les syphilis que tu as chopés, et tu trouveras peut-être la réponse. Beaucoup de MST, en agissant directement, en attaquant directement les testicules, causent des inflammations, des infections qui mènent plus tard à l'infertilité. Et vous savez, j'ai toujours pensé que le savoir des anciens venait de l'expérience. Lorsqu'on a quelque chose dans des sociétés qui devient une espèce de règle ou d'autres qui deviennent des tabous, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Et on peut se demander aujourd'hui, mais pourquoi les anciens valorisaient autant la virginité? Pourquoi, par le passé, avant la libération sexuelle, avant les années 60, pourquoi les femmes vierges, et c'est toujours le cas dans les pays traditionnels, dans les pays musulmans, en Orient, en Asie, on va dire que l'Est du monde, à partir de la Pologne, toute la partie qui va de la Pologne à l'Est de la Chine, de la Russie, n'a pas été contaminée par la libération sexuelle, par l'égalité homme-femme, par toutes ces conneries qui ont détruit l'Occident. Et dans ces régions du monde, on a encore des bases de tradition, du rôle de l'homme et de la femme, de la complémentarité entre hommes et femmes, qui sont plutôt intactes. La dégénérescence concerne aujourd'hui essentiellement l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Mais avant les années 60, même en Europe de l'Ouest, même en France, même en Italie, même au Royaume-Uni et même aux États-Unis, quelque part, se préserver sexuellement était un peu la règle. C'était pas bien vu. Une femme qui a eu 20 mecs avant de se marier n'était pas particulièrement appréciée ou n'était pas la chose la plus recherchée sur le marché du mariage. Et on peut se demander pourquoi, mais d'où vient ce truc? On peut se demander objectivement, mais comment la femme vierge est devenue plus valorisée ou a toujours été de tout temps plus valorisée que la femme aux mœurs légères. Eh bien, on peut trouver des éléments d'explication dans les maladies sexuellement transmissibles, dans les MST et dans la fertilité. Il est clair qu'une femme qui a connu moins d'hommes a forcément eu moins de MST, voire pas de MST du tout. Elle est nécessairement et forcément plus fertile, ou du moins, pour le dire plus justement, a pris moins de risques qui auraient pu conduire à l'infertilité que la femme qui a connu beaucoup d'hommes. Et je suis certain que la raison qui a poussé à la sacralisation de la virginité trouve sa réponse dans la question de la fertilité. On a dû observer, génération après génération, dans différentes cultures, dans différentes civilisations, que les femmes qui avaient connu moins d'hommes avaient tendance à avoir plus d'enfants, à avoir plus d'enfants en bonne santé, à avoir moins de maladies, et on en a conclu par l'observation que virginité était égale à fertilité et santé. Il y a toujours des raisons aux choses. On n'est pas arrivé à la conclusion que la femme vierge avait plus de valeur que la femme qui avait avalé du kilomètre, comme ça. On n'est pas arrivé à cette conclusion. C'est pas quelqu'un qui s'est levé le matin et qui a dit les femmes vierges sont les meilleures. Il y a toujours une logique évolutionniste, il y a toujours une logique inhérente à la stabilité des peuples, à la prospérité des peuples, qui pousse à la création des règles. Et je t'ai parlé de façon générale de la question de la fertilité au travers d'une anecdote d'un auditeur qui m'a écrit pendant la période de la pandémie et qui me dit, l'observateur, en toute honnêteté, tu penses quoi de ces idées un peu complotistes, un peu conspirationnistes qui consistent à dire que le vaccin est un moyen de stériliser les populations, de baisser le nombre d'habitants de la planète? Et je lui ai répondu que c'était complètement absurde. C'était complètement absurde, ces idées qui circulaient au sujet du vaccin, au sujet de Bill Gates, qui voulait réduire la population mondiale. Alors, pour être complètement honnête sur la question, Bill Gates pense effectivement que nous sommes trop nombreux sur Terre. Mais il n'est pas le seul à le penser. Collectivement, on est tous convaincus qu'on est un peu trop nombreux. Mais je ne pense pas qu'il ait un plan machiavélique pour réduire la population mondiale
à 500 millions. Et je pense encore moins que ça se fera par la question du vaccin. Surtout que c'est complètement débile parce que les populations qui se sont le plus vaccinées, c'est les populations des pays développés, Europe, États-Unis, alors que ce n'est pas les populations qui créent le problème démographique. Le problème démographique, il est essentiellement en Afrique aujourd'hui. Et pour être plus précis, il est dans des pays comme le Nigeria, par exemple. La population du Nigeria va dépasser la population de la Chine vers l'an 2100. Dans moins de 80 ans, il y aura plus d'habitants au Nigeria qu'en Chine. Donc ça, c'est le premier argument qui débug un peu la question assez ridicule de la stérilisation par le vaccin. Pour répondre simplement, je pense que c'est une absurdité. Et l'autre raison pour laquelle je pense que c'est une absurdité, c'est que le monde est déjà en train de se stériliser. Il n'y a pas besoin d'intervention machiavélique d'un cerveau comme Bill Gates pour fomenter une conspiration. Il n'y a pas besoin de ça. Nous sommes déjà collectivement en train de nous stériliser. Le nombre de spermatozoïdes chez les hommes a baissé de 60% entre 1973 et 2011. Et il faut préciser que ça touche essentiellement l'Occident. Il y a une étude très intéressante parue en 2017 de la revue Human Reproduction Update qui avait publié une méta-analyse sur la concentration moyenne des spermatozoïdes chez les hommes des pays occidentaux. Et aujourd'hui, c'est l'étude la plus rigoureuse sur le sujet qui nous annonce que le nombre de spermatozoïdes chez les hommes en Occident a baissé de 60%. Donc la stérilisation mondiale a déjà commencé et on peut imaginer plusieurs raisons à cette stérilisation. Il y a d'abord la stérilisation environnementale. Celle qui est due aux produits chimiques, aux perturbateurs endocriniens, aux OGM, à la pollution. On ne sait pas aujourd'hui quels sont les impacts réels des changements environnementaux sur notre santé. Et ça joue certainement un rôle clé parce que c'est quelque chose qu'on observe essentiellement en Occident. On ne l'observe pas en Afrique, on ne l'observe pas en Amérique latine où le compte de spermatozoïdes est identique à ce qu'il a pu être il y a 50, 60 ans ou un siècle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié au mode de vie occidental et il faut chercher dans notre alimentation, dans les produits qu'on consomme, dans les modes de vie qu'on mène, les raisons qui poussent à cette baisse du nombre de spermatozoïdes. Ensuite, il y a des raisons économico-sociales. L'instabilité au travail, l'instabilité des salaires, la baisse des salaires, l'augmentation de l'immobilier, parce qu'avoir une famille, ça passe aussi par avoir une maison confortable où on peut élever ses enfants, ça passe par avoir un nombre de chambres suffisant, ça passe par avoir un confort de vie qu'on peut de moins en moins se payer. Et il y a plein d'hommes qui ont été éjectés de la paternité pour des raisons financières, parce qu'ils n'avaient pas le bon statut, parce qu'ils n'avaient pas le logement, parce qu'ils n'avaient pas la stabilité de l'emploi. Comment penser à faire des gamins si tu ne sais même pas si tu vas garder ton boulot la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine? Quelque part, un minimum de stabilité économique est nécessaire à la procréation, est nécessaire à la question de la famille. C'est même central dans la question de la famille. Et aujourd'hui, on arrive un peu à la croisée des chemins dans une civilisation où hommes et femmes peuvent travailler sans arriver à se payer un logement. Alors que dans les années 50, un ouvrier pouvait faire vivre une famille de 3 enfants sans que la mère n'ait à travailler, la mère reste à la maison, elle fait la cuisine, elle s'occupe des gamins, et le salaire seul du père pouvait faire vivre une famille. Aujourd'hui, hommes et femmes travaillent et ils n'y arrivent plus. Et tout ça, ça ne donne pas envie d'avoir des enfants, ça ne donne pas envie de faire des enfants. Et quand t'en fais 1, 2 grands maximum. Autour de moi, je ne connais personne qui ait 3 enfants. Tous mes amis qui ont eu des enfants, mes amis, la famille, mon entourage, les collègues, tous les gens, sans exception, autour de moi qui ont des enfants, en ont 2 maximum. Je ne connais strictement personne qui a 3 enfants. C'est pour vous dire qu'on est juste au niveau de remplacement. Le niveau de remplacement est à 2,1 enfants par famille. On est tout juste à ce niveau-là. Et en dessous, on est en dessous du seuil de remplacement, c'est-à-dire que la population va commencer à baisser.
avec tous les problèmes qui en découlent, notamment le problème de la retraite. Ça me fait rire aujourd'hui quand j'entends des socialistes, des communistes défendre la retraite par répartition, par opposition à la retraite par capitalisation, comme le font les Américains, les Britanniques, sans se poser la question de est-ce que cette retraite par répartition est viable dans un pays où la population baisse. Bientôt, en France, dans une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années, il y aura beaucoup plus de vieux que de jeunes. On aura 60 ou 70% de la population à la retraite pour 30 ou 40% de la population qui travaille. La retraite par répartition va sauter. C'est une question de temps. Et les gens qui la défendent sont des irresponsables, sont des fous, sont inconscients. Et on peut ajouter un troisième pilier sociétal à la question de la baisse de la population, à la question des couples qui ne se forment plus, qui ne font plus d'enfants. C'est la question sociétale du féminisme, du wokisme, de l'égalité homme-femme, de tous ces faux problèmes du hashtag MeToo, des femmes qui crient au viol tous les 15 jours, qui font que quand tu es un homme, t'as de moins en moins envie de faire partie de ce monde féminisé. Tu te dis, mais il y a tellement d'emmerdes que je préfère rester en dehors de tout cela. Et ça, c'est dramatique parce qu'il y a déjà suffisamment d'hommes qui sont éjectés de la question de la paternité en raison des questions tout simplement biologiques, de la baisse du nombre de spermatozoïdes. Mais en plus à tout cela, il faudra ajouter tous les hommes qui sont fertiles, qui ont les moyens d'avoir une famille et des enfants, qui font partie de la classe moyenne supérieure, qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir fonder une famille, et qui ne veulent pas le faire. Et je fais partie de cette catégorie, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le faire. J'aurais les moyens d'avoir 4 femmes et 10 gamins si je voulais. Financièrement, je pourrais faire vivre une famille de 10 gamins et 4 femmes. Je n'ai pas envie de le faire, ça ne m'intéresse pas. Rien que la quantité d'emmerde que ça va m'apporter me refroidit, ça ne m'intéresse pas. Lorsque je mets dans la balance ce que j'ai à apporter par rapport à ce que pourra m'apporter une femme, ça ne m'intéresse pas. T'imagines, t'arrives avec tes biens, ta compétence, ta stabilité économique, ta stabilité émotionnelle, ta stabilité intellectuelle, tu vois, t'as tout ce qu'il faut dans la vie. Tu t'associes à une grognasse qui va te dire « moi je veux pas faire la cuisine, moi je suis une femme libérée », va te faire enculer. Ça ne m'intéresse pas. Tu te prends ton hashtag MeToo, ton égalité homme-femme, tu dégages, ça ne m'intéresse pas. Télécharge Tinder, tu te trouves des mecs que ça intéresse, mais moi, ne me parle pas. Oublie-moi, s'il te plaît. Il y a une amie qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, en essayant de me faire culpabiliser un peu, vous savez, les femmes sont assez douées à faire du shaming, elle me dit, tu sais, à ton âge, c'est peut-être le temps d'y penser. Je lui dis, non, dans ma famille, mon arrière-grand-père a eu un gamin à 74 ans. C'est une histoire véridique, hein. 74 ans, il s'est trouvé une petite gonzesse, je ne connais pas tous les détails de l'histoire, mais il a eu un gamin à 74 ans. C'est un peu l'avantage quand tu es un homme, c'est que tu es fertile à vie. On n'a pas le problème des femmes du tic-tac, 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 je vais bientôt ne plus être fertile, etc. En général, quand tu es en bonne santé, quand tu es un homme, alors à 74 ans, tu n'as pas le nombre de spermatozoïdes que tu as à 20 ans, faut pas non plus déconner. Mais tu es techniquement fertile, hein. Si tu n'as pas trop déconné, si tu n'as pas chopé des MST dans tous les sens, si tu es resté propre, si tu as mangé correctement, si tu as fait du sport, normalement, tu devrais avoir un compte de spermatozoïdes suffisant pour donner la vie. Alors, plus sérieusement, je ne vais pas avoir de gamin à 74 ans, c'était juste pour la taquiner un peu et elle l'avait bien cherché. C'était aussi pour refermer un peu la porte derrière, parce que c'est le genre de copines qui traînent dans ton environnement, genre ouais, tu m'intéresses pas vraiment, on est juste amis, mais qui ne seraient pas contre le fait, tu vois, de se poser avec toi, etc. C'est un peu la copine qui est là en embuscade, elle est toujours là, tu sais pas pourquoi, elle est toujours célibataire depuis que tu la connais, elle t'explique toujours qu'on est juste amis, mais je suis certain que sur un malentendu, ça peut très vite partir en couille. Donc je préfère refermer la porte sur ce genre de choses. Ça se fera pas du tout, ça se fera encore moins avec toi, et ça permet de garder les choses assez claires quoi, sur la question.
Et pour conclure, je voulais vous parler d'une interview de Jordan Peterson avec qui je suis complètement en accord sur la question de la fertilité, sur la question du célibat des femmes. Je vous le mettrai en description de ce podcast. Alors c'est en anglais, il faut parler un peu anglais pour comprendre. C'est un entretien dans lequel il évoquait justement que suivant les statistiques de l'ONS, Office of National Statistics, 50,1% des femmes nées en 1990 n'ont pas d'enfants. Plus de la moitié des jeunes femmes n'ont pas encore d'enfants à l'âge de 30 ans. Et Peterson, dans cette interview, développe aussi la question de la surpopulation qui est un faux sujet. On va commencer à assister à une dépopulation. Je pense, comme lui, qu'on va atteindre les 9 milliards d'habitants et à partir de là, la population va commencer à baisser parce que quelque part, on a atteint la taille optimale à partir de laquelle il est difficile de vivre. Je ne vois pas la population comme quelque chose qui est tout le temps en croissance, mais je vois plutôt ça comme quelque chose de cyclique. Il y a toujours des cycles de croissance et de décroissance. On a été dans un cycle de croissance constant. On va atteindre cette taille optimale à partir de laquelle il n'est plus intéressant d'aller plus loin, à partir de laquelle la vie devient trop difficile, et on va réduire cette population pour arriver à une taille optimale. Je ne saurais pas donner un chiffre, mais peut-être qu'on redescendra à 5 milliards. Alors, ça ne se fera pas sur 15 jours, hein, à moins d'une guerre nucléaire généralisée. Ça se fera certainement sur 200, 300, 400 ans. Et ça a souvent d'ailleurs été le cas dans les villes. Vous savez, on imagine toujours qu'une ville comme Paris a eu une population croissante, linéaire, jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsqu'on analyse l'histoire, on réalise que Paris a eu des périodes de croissance, de décroissance. Il y a eu des moments où les gens ont quitté la ville, des moments où ils sont revenus. On a eu un pic en 1920, 1930, où on a atteint quasiment 3 millions d'habitants. Ensuite, la ville où la population a diminué graduellement dans les années 80 jusqu'en 2000. On est arrivé à 2 millions, 2 millions 250. Et ensuite, c'est reparti à la hausse. Donc cette idée que les villes se remplissent constamment est assez fausse. Je pense que la ville atteint une taille optimale et dès que ça devient trop cher, trop compliqué, trop difficile, les gens partent. La vie redevient plus intéressante, plus agréable, plus vivable. Beaucoup de gens reviennent et le cycle repart. C'est un peu si vous mettiez des rats dans une pièce ou des souris avec de la nourriture. Vous allez remarquer que pendant les premiers mois, la population va augmenter, augmenter, augmenter. Et à partir d'un certain moment, quand le nombre devient trop important, on commence à avoir des rats qui tombent malades, certains qui deviennent fous, d'autres qui se bouffent entre eux. Et petit à petit, la population baisse pour revenir à cette taille optimale. C'est ce qu'on appelle reversion to the mean, le retour à l'essence. Dès qu'on dévie trop d'une tendance naturelle, on est tout de suite rappelé à l'ordre par la nature pour revenir dans cette tendance. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est juste une déviation. On a trop dévié de notre tendance naturelle, on a trop dévié de notre cycle naturel, et on est en train d'être rappelé à l'ordre pour revenir dans ce cycle naturel. C'est ça les forces qui sont en action aujourd'hui. On est un peu une population de rats qui a atteint sa population optimale et on commence à observer des folies, des bagarres, des maladies, des rats qui se bouffent entre eux, qui s'entretuent parce qu'on a atteint la taille optimale de cette pièce et il faut revenir à une population plus vivable. Et on ne le fera pas par une conspiration quelconque, ça se fera très naturellement. Voilà donc ce que j'avais à dire au sujet de ces femmes qui achètent du sperme en ligne. Au-delà du fait que ce soit complètement irresponsable quand c'est mal fait, au-delà du risque que ça peut engendrer quand c'est fait de façon clandestine, ça nous raconte surtout la réalité du monde, ça nous raconte surtout la réalité de ce que sont en train de devenir les relations hommes-femmes. On a basculé dans un monde où les hommes ne veulent plus faire d'enfants, où les hommes ont de plus en plus peur du couple, peur de l'engagement, peur des femmes, et des femmes qui n'ont comme seule solution de tomber enceinte et de devenir mère, d'acheter du sperme avec les méthodes qui leur sont propres. Hein. Certaines vont être un peu plus carrées, un peu plus organisées, en allant, en s'orientant vers des banques de sperme où les choses sont un peu plus contrôlées, un peu mieux gérées, on va dire.
D'autres le font de façon un peu plus sauvage. Et il y a même des extrêmes. J'ai encore vu ça au Royaume-Uni. Ça a l'air d'être un pays un peu plus dégénéré que les autres sur cette tendance, où des femmes ne s'encombrent même pas avec l'achat de sperme sur Internet. Elles appellent directement des hommes pour venir se faire féconder. Elles rencontrent des hommes sur Craigslist, qui est un site d'annonces, mais d'annonces un peu bizarres. C'est toujours chelou ce que vous trouvez sur Craigslist. C'est pas le Bon Coin. C'est le Bon Coin, mais une version un peu plus pervertie, où elles proposent tout simplement à des hommes de venir les baiser à domicile, quoi, de venir les engrosser à domicile en espérant tomber enceinte. Et il y a plein d'hommes qui répondent favorablement parce que eux, ça leur permet d'aller baiser gratuitement. Je pense encore une fois que c'est irresponsable parce qu'ils ne savent pas les risques qu'ils prennent, les risques d'être identifiés comme pères biologiques, même si eux sont juste allés rendre service, entre guillemets, les risques de maladie également. Mais cette dégénérescence nous prouve vraiment un changement radical dans notre société. Et ce point que je décrivais et ce point que les MGTOW décrivaient bien avant moi, mais déjà à la fin des années 90, début des années 2000, cette situation dans laquelle les hommes ne veulent plus s'associer aux femmes est en train d'arriver et elle va s'accélérer, elle va s'accentuer jusqu'au point où les relations hommes-femmes redeviendront intéressantes pour les hommes, redeviendront attractives, et on verra des hommes revenir dans le jeu, revenir dans le game. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'hommes qui restent en dehors. Vous savez, un peu comme un investisseur qui reste en dehors des marchés parce que ça se casse la gueule. Il est là, il voit le truc descendre, il garde son cash et il attend que ça se pète la gueule. Une fois que ça se sera bien pété la gueule, genre moins 90%, il reviendra investir. C'est un peu comme ça que je vois les choses. T'as plein de mecs qui sont à côté, qui regardent le truc se casser la gueule, ils attendent la fin de ce monde pour pouvoir revenir comme acteurs dans un monde plus sain. Personnellement, je n'ai aucun espoir pour que ça change de mon vivant parce que ces choses-là sont extrêmement lentes. Ça sera peut-être bénéfique pour les générations futures, mais c'est des choses qui se font sur 50, 60, un siècle. On pourra peut-être assister à une accélération, mais on est vraiment dans le temps long des changements sociétaux, des changements géopolitiques, basculer de l'ouest vers l'est, quand les puissances basculent de l'est vers l'ouest ou de l'ouest vers l'est, ça ne se fait pas en 15 jours. L'effondrement de l'Empire britannique et la naissance des États-Unis s'est fait sur 50-80 ans. Et la baisse d'influence des États-Unis au profit de la Chine, de la Russie, de l'Asie du Sud-Est se fera aussi sur 50-80 ans. Ce n'est pas des choses qui se passent vite. Et pour l'instant, je suis observateur. Observateur de la fin d'une civilisation, observateur de la fin d'un cycle, observateur de la fin d'une histoire. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.